Sur Obama, sur l'Ukraine, sur Hillary Clinton, c'était tout à fait étonnant. On en parle juste après une pause. Europe Soir, édition spéciale. Nicolas Poincaré. Édition spéciale jusqu'à 21h sur Europe 1, sur ces 25 minutes d'entretien de Vladimir Poutine. Entretien sans filtre du président russe avec deux journalistes français. C'est un document assez étonnant qu'on va entendre. Jean-Pierre Elkabbach est avec nous, Bernard Kouchner, Elisabeth Guigou et Thierry Mariani. Un mot d'abord, tous les trois, je ne sais pas qui veut commencer. Elisabeth Guigou, sur le fond, qu'est-ce que vous retenez de toutes les informations qu'on vient d'entendre? On a parlé de l'Ukraine, on a parlé de la Syrie, on a parlé de la France, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai vu un Vladimir Poutine qui a essayé de se montrer sous son meilleur jour. Ça fait des semaines qu'il souffle le chaud et le froid, d'ailleurs plus le froid que le chaud. Mais ça s'était un peu réchauffé ces derniers jours. Et là, très franchement, il a tâché d'être aussi avenant que possible, en rappelant évidemment pourquoi il était là, l'action de la Russie au moment contre le nazisme et le fascisme. Là, c'est aussi un clin d'œil sur l'Ukraine, on y reviendra. En disant qu'il n'y avait pas de volonté expansionniste de la part de la Russie, que la Russie voulait la concorde. Et puis, assez vite, évidemment, quand on a abordé, quand Jean-Pierre Elkabbach lui a posé des questions sur les sujets qui fâchent, là, on a vu le durcissement. Et on l'a vu, alors d'abord, on a vu quand même ses propos incroyables sur les femmes. Oh, oui, c'est vraiment absolument inouï. Mais donc là, il y a cette première sortie de route, on va dire. Et puis ensuite, alors sur l'Ukraine, c'est ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire qu'il refuse, bien sûr. Et c'est un coup d'État qui a eu lieu. Il n'y a pas d'armes russes en Ukraine. Il n'y a pas non plus de soldats russes. Voilà. On va revenir sur ça. On fait un premier tour de table sur les choses importantes que vous avez retenues. Et sur la Syrie, bien sûr, on va y revenir aussi. Les 150 000 morts, non, tout ça, c'est pas son problème. Bernard Kouchner. Il a très bien menti. Il ment très bien. Il s'adapte aux situations. Comme ceux qui voulaient. Je parle de l'Ukraine parce que sinon, je partage l'avis d'Elisabeth, il a été avenant, à l'aise, détendu. Sur l'Ukraine, nous avons appris que les gens qui l'aidaient, ils ne les aidaient pas, que les pro-russes n'existaient pas, c'était des gens ukrainiens qui voulaient qu'on leur parle et que ce coup d'État à Kiev leur déplaisait. Au fond, et j'ai toujours pensé qu'il n'irait pas plus loin d'ailleurs, il voulait prendre la Crimée. On n'a pas dit le mot Crimée dans toute cette affaire, n'est-ce pas? On a posé la question. Oui, on a posé la question. Il est possible que le montage n'ait pas gardé, mais il disait que la Crimée, on l'a pas annexée, elle est à nous. Oui. Elle est à la Russie historiquement, etc. Avec tout le rappel historique, etc. Mais je peux vous dire moi un mot? Oui, je peux vous dire. Juste, je finis ma phrase. Il voulait la Crimée. Il l'a obtenue, et vous le confirmez, Jean-Pierre Elkabbach. Bon. Le reste était amusement de la galerie, malheureusement très coûteux. Mais les morts ne l'intéressent pas beaucoup, ni en Syrie, ni d'ailleurs en Ukraine. Donc il a réussi cet exploit de prendre la Crimée que Khrouchtchev avait donné, qui appartenait à l'Union soviétique avant, etc., etc. Et puis sur le reste, son explication sur la Syrie est quand même assez scandaleuse. Mais c'est quand même impossible au moment où Bachar a fait cette comédie électorale et au moment où on apprend que le chlore est déversé en masse sur les populations civiles, qu'ils n'en disent pas un petit mot. Donc il ment très bien, il s'adapte, il a menti sur l'Ukraine. Maintenant, il propose finalement de parler avec Monsieur Poroshenko, et c'est mieux, bien sûr. Le nouveau président russe, Jean-Pierre Elkabbach, lui dit quand même que Bachar el-Assad a du sang sur les mains. Donc la question est posée. Thierry Mariani, une première impression avant de rentrer dans le débat sur l'Ukraine. Je crois qu'on a vu un chef d'État, d'abord, calme, serein, sûr de ses convictions, qui sent que derrière lui, il a une nation. Une nation qui lui fait confiance, que ça déplaise ou non à certains d'entre nous dans cette salle, une nation qui lui fait confiance, un chef d'État qui a une ligne politique, qui dit très clairement et qui ose le dire qu'il fait la guerre au terrorisme. Et que cette guerre au terrorisme, il l'a conduit aussi d'abord dans son propre pays. Il ne faut pas oublier que la Russie est le pays d'Europe qui a eu le plus de victimes par le terrorisme ces 10 dernières années. Deuxièmement, qu'il a conduit à une ligne politique qu'il conduit à l'extérieur par son attitude en Syrie. Et puis un chef d'État aussi qui veut rétablir sa vérité, qui, je pense, on est aussi dans une guerre de l'information. À un moment, il a très bien dit, certains affirment qu'il a des troupes russes en Ukraine, mais pour le moment, il n'y a pas le moindre début de preuve. Et j'ai presque envie de dire que, d'ailleurs, ça m'a touché qu'il ait fait ce rappel. J'ai vu quelqu'un qui avait presque une attitude gaullienne.
Mais vous le croyez quand il dit qu'il n'y a pas un seul Russe en Ukraine? Non, il ne croit pas, il le dit. Mais pourquoi je le croirais pas? Attendez. Non, mais pas vous, monsieur. Non, mais attendez. Poutine. Écoutez, la dernière fois que j'ai cru les Américains en me disant, quand ils disaient qu'il y avait des armes de destruction massive. C'est le même argument employé par Poutine. Oui, mais excusez-moi, jusqu'à présent, c'est les Américains qui ont menti. Il n'y a aucune preuve que les Russes soient présents jusqu'à présent en Ukraine. Il y a un point sur lequel Vladimir Poutine a raison. C'est quand il dit vous avez laissé, vous les Européens, vous avez laissé dire que l'Ukraine avait vocation à entrer dans l'OTAN. Et là, on a fait une erreur majeure. Absolument. Au sommet de Bucarest, en avril 2008, mon cher Bernard, on a laissé écrire, nous, la France, que l'Ukraine avait vocation. Qu'on se rapprochait, qu'on faisait des manœuvres ensemble, si je dis nous, la France, c'est parce qu'on aurait dû s'opposer à ça. Et lui dit que c'est insupportable pour nous de penser que l'Ukraine puisse être dans l'OTAN. C'était une provocation. Alors maintenant, évidemment, il en fait un prétexte. Ça n'excuse en rien. Thierry Mariani, ce que Poutine fait maintenant, les soutiens qu'il apporte à Bachar el-Assad en Syrie, et ce qu'il fait pour continuer à déstabiliser l'Ukraine, même s'il ne l'envahira pas, parce qu'il a pas les... d'autres causes. Mais Thierry Mariani a raison de dire qu'il a le peuple russe derrière lui. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas une raison. Non, mais c'est pas une raison. Mais je pense que nous aurions intérêt, d'abord, à reconnaître que des erreurs ont été commises dans le passé pour établir les bases d'un futur dialogue que, j'espère, on va peut-être commencer à construire. Mais il faut d'abord qu'il y ait un dialogue direct entre M. Poutine et M. Porochenko. Si ça peut se faire dans les 2 jours qui viennent, ça, ce serait formidable. Moi, je me souviens de ce que disait le général de Gaulle et ce que disait ensuite François Mitterrand. Il ne faut pas humilier le peuple russe. Et on l'a beaucoup humilié. Bien sûr. Je vais essayer de poser les questions à l'envers. Parce que moi, j'ai aucun choix idéologique. J'ai aucune préférence, ni M. Poutine, ni M. Obama. Je veux simplement poser à Elisabeth Guigou et à Bernard Kouchner la question suivante. Il a dit... Il reconnaît le vote du peuple des Ukrainiens le 25 mai. Mais il le dit. Oui, il le dit. Il a dit le contraire avant, il ne voulait pas de cette élection. Non, il voulait cette élection. C'est Kiev qui ne voulait pas de cette élection parce qu'elle pouvait être minoritaire et perdre le pouvoir illégitime qu'elle a. Jean-Pierre Elkabbach, je suis désolé. Poutine disait qu'il ne voulait pas de cette élection, que c'était une fausse élection, après un coup d'État illégitime, bien entendu. Et finalement, il a dit qu'il reconnaîtrait le résultat. Et à l'arrivée, vous avez une mémoire sélective, monsieur. Non, ce 25 mai, il reconnaît le vote des Ukrainiens. Il reconnaît M. Porochenko, qui était depuis longtemps, parce que ça fait des semaines que nous allons à la fois à Kiev avec Fabienne Amias et Thomas Soto et l'équipe d'Europe 1 qui sont allés voir. Et c'était le Porochenko qui était le favori, pas la blonde Timoshenko, ni le boxeur qu'on a amené à Paris. Non, donc il reconnaît Porochenko. Il accepte la proposition de François Hollande de le recevoir à Paris et de parler avec lui. Ce qu'il a refusé, et que je sais de première source, il a refusé la proposition faite hier par John Kerry de la part d'Obama, que les Américains et les Russes reçoivent Porochenko ensemble à Paris, mais que les Européens n'y participent pas. Et ce que dit Poutine, il faut que ce soit François Hollande et Madame Merkel, Européens, refusent cette sorte de partage par les Américains et les Russes de l'Ukraine. C'est très bien que Poutine défende l'Europe, je suis ravi. Non, mais qu'il refuse le partage, la partition par les 2 grandes puissances. Parce qu'on est, ce que vous dites, probablement pas. Il fait tout pour redevenir la 2e grande puissance. Voyons Jean-Pierre Elkabbach. Oui, bien sûr. Alors, c'est contradictoire. Mais non, mais bien sûr, avec le soutien de son peuple. Il y a l'humiliation pendant des années. Mais quelle humiliation? Ils étaient communistes, c'est quand même pas de notre faute, non? Non, bien sûr, mais ils ont connu... Ils ont connu des difficultés, des épreuves, etc. Oh oui, des épreuves et des difficultés, surtout Staline, non? Et les 50 millions de morts. Mais enfin, c'est quand même pas nous, tout ça, monsieur. Non, mais je vais pas les oublier, moi, les 50 millions de morts. Les oublions Vous voulez que je vous dise que l'Ukraine a été une terre de sang, comme le dit très bien l'Américain Timothy Snyder? Il le dit. Il y a 3 300 000 Ukrainiens qui sont morts de faim par Hitler. Par Staline. Et 3 300 000 par Staline. Laissez-moi finir mes phrases. Bah oui, mais elle fait tellement que on essaie de se glisser. 3 300 000 par Staline entre 33 et 37 et 3 300 000 de soldats après. Tout ça ne justifie pas qu'il mente en permanence, car je prétends, monsieur... Et pourquoi il ment, Thierry? Je veux dire, pourquoi systématiquement quand il parle Ah bah oui, j'en connais. Ah oui. Moi aussi. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Ce que vous venez de nous dire, Jean-Pierre Elkabbach, qui vous a dit sur ses bonnes volontés, etc., pourquoi il vous l'a pas dit dans l'interview?
Et il l'a dit dans l'interview. Peut-être vous l'avez pas entendu. Il a dit. Il reconnaît Poroshenko. Il veut voir Poroshenko. Il veut reconnaître la souveraineté à condition. Et là, on vous rejoint, l'indépendance de l'Ukraine et sa neutralité entre l'Est et l'Ouest comme un pont entre le continent sur le continent européen. Vous interprétez. On va voir. Vous lui prêtez de très bonnes intentions. Je crois qu'il en avait quand même quelques sournoises. Non, mais on va voir. S'il fait ce que vous dites, mais alors, il va le faire. Est-ce que je peux vous demander, François Hollande a tort de le recevoir? Mais pas du tout. Pourquoi? Il a tort de lui donner sa place. On reçoit le président russe parce que nous célébrons avec les alliés qui ont vaincu les nazis. Et là, il a raison. Il faudrait pas qu'il reste toujours dans l'idée et dans l'atmosphère de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, on débat. Il avait aussi vu des nazis, n'est-ce pas? À Place Maïdan. D'abord, il y y des nazis. Non, il y a des nazis. Des nazis qui sont présentés par la Fondation. Alors nous, avec 25%, mais vous savez, 1,5. Ce que nous recherchons, nous, c'est au-delà des idéologies, des éléments de vérité. Il y a des évolutions de la Russie. Eh bien, il n'y avait pas de nazis Place Maïdan. C'est un élément de vérité. Il n'y avait pas de nazis Place Maïdan. Il y avait des gens d'extrême droite. Je ne partage pas leurs opinions. D'ailleurs, je suis pas ukrainien. Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'il n'y a pas d'éléments de la CIA en ce moment à Kiev? C'est des nazis, ça? Non, mais je parle d'autre chose. On va avancer. Les nazis, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments de la Russie dans l'Ukraine? Non, mais franchement. Eh ben, donnez les preuves. Donnez les preuves pour la CIA, mais enfin, c'est ridicule. Donnez les preuves, mais je ne sais pas. Enfin, voilà, je suis contre les accusations en l'air et gratuites. Eh bien, l'accusation en l'air a été la même au début, lorsqu'il y avait des gens en uniforme qui ressemblaient à l'uniforme russe, mais qui n'avaient pas d'insigne et qui n'avaient pas de label et qui étaient en Crimée. On se dit, il va pas quand même faire ça. Eh ben, il l'a fait et il a la Crimée, il la voulait, il l'a eu. C'est un succès pour Poutine. Ça chauffe entre Jean-Pierre Elkabbach et Bernard Kouchner. Notamment, on est aussi avec Elisabeth Guigou et Thierry Mariani. On marque une pause et on reprend ce débat qui fait suite à la diffusion de l'interview de Vladimir Poutine sur Europe 1 ce soir. Europe Soir, édition spéciale Vladimir Poutine. Nicolas Poincaré. Vladimir Poutine qui s'est donc exprimé ce soir longuement sur TF1 et Europe 1, interview de Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulon. On l'a entendu tout à l'heure en intégralité. On continue à en parler avec Bernard Kouchner, Elisabeth Guigou et Thierry Mariani. Et vous, Jean-Pierre Elkabbach, qui apparaissait presque comme un pro-russe là. Non, ce soir. pas du tout. Peut-être pro-russe, mais pas pro-Poutine, parce que pendant l'interview, vous l'avez remarqué, nous avons critiqué les retards, les fautes en matière de liberté publique, de droit à une vraie opposition, et nous avons évoqué, par exemple, la comparaison avec Hitler d'Hillary Clinton, même si elle était maladroite de le faire ou excessive, mais à l'époque, elle pensait aux Sudètes quand il a récupéré ou piqué la Crimée. Et d'ailleurs, vous avez remarqué aussi que dans l'interview, j'ai dit il faut pas parler des femmes comme ça, etc. Et puis d'autre part, je veux dire que même s'il peut se dérider ou être gentil, comme disait Elisabeth Guigou, il vaut mieux rester sur ses gardes. Ça, c'est sûr. Mais moi, je voudrais citer une phrase de Jaurès que j'ai piquée à Jean-Pierre Chevènement, qui la cite dans Marianne. Et elle convient tout à fait. Ben oui, je peux la voir aussi. Jaurès disait « Le courage n'est pas de laisser à la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Le courage est de ne pas subir la loi du mensonge et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » Je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas qui vous visez, monsieur. Non, mais ça quand même, parce que il y a quand même quelque chose que moi j'ai regretté de ne pas avoir entendu dans votre interview, parce qu'il ne faut pas être dupe des bonnes paroles de monsieur Poutine. Moi, j'ai un grand amour du peuple russe, de sa civilisation. On est très proches, etc. Donc on confond pas. Mais quand on a entendu la propagande pendant toutes ces semaines qui ont précédé l'élection du 25 mai en Ukraine, la propagande russe qui disait encore le soir de l'élection que Pravi Sector avait fait 37%, alors qu'ils se sont trouvés à moins de 2%. Alors, et c'est vrai en même temps qu'il y avait des groupuscules armés qu'on n'avait pas envie de voir sur le Maïdan. Moi, j'y suis allée 2 fois aussi depuis un mois. Ça vous fait mal au cœur de voir ça. Ces gens-là ont essayé, ils ont certainement combattu aussi, mais enfin, il y a une propagande terrible. Et la télévision russe, elle était évidemment diffusée en Ukraine. Et malgré ça, la population de l'Est de l'Ukraine n'a pas soutenu les séparatistes. Ils ont empêché de voter, Elisabeth, mais ils n'ont pas soutenu les séparatistes. Bien sûr. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de repartir sur des bases très claires en disant, Monsieur Poutine,
ce que vous avez fait, d'abord, nous ne pouvons pas l'accepter tant que vous n'aurez pas un accord avec l'Ukraine sur le devenir de la Crimée et la garantie des frontières. Sur le gaz, il n'y a aucune raison que les Russes demandent que l'Ukraine, maintenant, parce qu'ils n'ont plus un pouvoir à leur botte à Kiev, paye 4 fois le prix du gaz qu'ils payaient auparavant. Donc il y a des discussions. Tout va peut-être changer ici avec la discussion Hollande, Poroshenko et peut-être les Américains, etc. Si M. Poutine accepte le progrès peut se faire à Paris. S'ils acceptent de voir M. Poroshenko directement, d'ailleurs, qu'ils aient un dialogue entre eux. Que la France joue un rôle de médiation, Bernard. À ce moment-là, ce serait formidable. Et ce sera une grande victoire de la diplomatie française et du président Hollande. Vous ne voyez pas. Thierry Mariani. Vous riez tous. Merci. Il n'y a que les socialistes qui croient pas aux socialistes. C'est terrible. Merci. Tu as remarqué, oui. Je pense avant tout que c'est pas la Russie qui a pris la Crimée, mais tout simplement l'Ukraine qui a perdu la Crimée. Ce qui s'est passé, il l'a très bien rappelé, quand on fait une révolution, parce que le nouveau gouvernement est installé après une révolution, c'est un coup d'État, que ça plaise ou non, on est sorti des limites. Là, quand on prend comme première mesure, une mesure qui consiste à dire à toute une partie de la population... Merci. À dire à toute une partie de la population, les langues minoritaires désormais n'auront plus lieu. C'est une grosse bêtise. Voilà, oui. Mais deuxième erreur, quand on commence à interdire. Il n'a pas dit les langues minoritaires seront interdites. Il a remis en cause le statut des langues régionales. Absolument. Non, mais en clair, c'était remettre en cause le statut du russe dans toute une partie. Bien sûr. Deuxièmement, quand il a interdit une partie des chaînes en langue étrangère, en l'occurrence russe, il est évident que pour une partie de la population, c'était une agression dans leur identité. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, il y a un référendum qui a eu lieu, quel que soit le pourcentage, la population en Crimée, on le sait très bien, était majoritairement pour un rattachement à la Russie. Ensuite, quand on regarde l'histoire, la Crimée était russe depuis 1774 sous Catherine II jusqu'à 1954, et encore 54, c'était un changement de région. On voit ce qui se... Voilà, donc en réalité, je crois que la Crimée, le peuple de Crimée a tranché, et aujourd'hui, cela ne peut pas être remis en cause. Deuxièmement, je crois aussi que, oui, on peut en parler, mais je crois aussi qu'à un moment, il y a eu un référendum. Vous faisiez référence tout à l'heure au Kosovo. À un moment, le peuple du Kosovo s'est exprimé. Il y a un moment aussi où le peuple de Crimée s'est exprimé. Bernard Kouchner, qu'est-ce qu'on va faire, la guerre pour récupérer la Crimée? Mais je dis le contraire, mais vous n'écoutez pas, monsieur Elkabbach. C'est dommage, vous avez un casque, peut-être. Non, je dis le contraire. Je dis Poutine a gagné. Et je pense presque avec les mêmes arguments que sur la Crimée. Franchement, c'était évident qu'il n'allait pas perdre le port de Sébastopol. La Crimée, certes, mais le port de Sébastopol. Je ne vais pas rappeler l'expulsion des Tatars, tous les crimes qui ont été commis, etc. Mais bon, maintenant que M. Poroshenko est élu, il faut qu'avec M. Poutine, et d'ailleurs c'est leur commun objectif, je crois, ils vont parler aussi de la Crimée. Mais je crois vraiment que ça, c'est profits et pertes de l'histoire. Moi je suis d'accord. S'il y a un accord entre M. Poroshenko et M. Poutine sur la Crimée, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Le principal problème de cette annexion, et c'est pas du tout ce qui s'est passé au Kosovo, c'est que c'est la première fois... Non, pas du tout. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un État annexe une partie d'un autre État. Oui. Voilà. Et par conséquent, après un référendum, et on a piétiné un des principes fondamentaux de après la Deuxième Guerre mondiale, qui était l'intangibilité des frontières. Donc on ne peut pas nous accepter. Alors en revanche, si il y a un accord entre M. Poroshenko, qui est maintenant le pouvoir légitime en Ukraine après des élections qui sont bien passées, et que M. Poutine ne conteste plus, et M. Poutine sur la Crimée, là, à ce moment-là... Il y avait un accord déjà. L'Ukraine reconnaissait l'utilisation du port de Sébastopol. On peut vous poser une question. Est-ce que les uns les autres, vous pensez qu'on est entré dans une nouvelle phase de la guerre froide Est-Ouest en ce moment? On a toujours des références qui ne collent pas avec la réalité. Je pense que la politique de force, la politique volontariste, la politique de puissance, n'oublions pas, on n'a pas dit le mot Tchétchénie. On n'a pas dit tout ce qui s'est passé depuis que M. Poutine a repris le pouvoir. Quand même, replaçons un peu les choses dans notre histoire à nous. Bon, mais non. Monsieur, il y avait eu une indépendance de tous les pays du Caucase, et puis il n'a pas voulu celle de la Tchétchénie. Et il y a eu des massacres effroyables. Rappelons-le quand même. Bon. Ici, on l'a suffisamment dénoncé dans tous les interviews européens. Pour le redire ce jour-là. Mais est-ce que vous dites, on arrive presque au bout. Vous nous dites, et la politique de Barack Obama, par exemple, est-ce que je peux vous dire que là, il a fait pression, le président américain, pour que François Hollande... Le président américain? Je vois le mot méchant. Non, je demande. Ou le méchant Poutine, etc. Voyons les rapports de force et la réelle politique.
que le président Obama a fait pression pour François Hollande pour qu'il ne le reçoive pas à dîner demain soir à l'Élysée, M. Poutine. Et on a abouti à la résistance de Hollande. Il le fait, mais il fait deux dîners avec l'un et l'autre, etc. Il y a du courage. J'ai vu aussi, excusez-moi, dans cette interview, quelqu'un qui était aussi profondément européen. Je veux dire, je pense que c'est pas innocent qu'il ait donné cette interview, qui est la première à un média français. Quelqu'un qui a une conception aussi d'intérêt commun que nous avons entre une grande partie de l'Europe et la Russie. Et je pense que, bien sûr qu'il faut être attentif. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans une guerre froide, mais ce que je sais, c'est qu'on est dans une véritable guerre économique. J'entends, par exemple, sur le gaz, ou aussi, rappelez-moi, ou au niveau américain, quand on veut imposer 10 milliards d'amendes aux banques françaises, est-ce que c'est profondément innocent? On arrive au bout, je voudrais juste qu'on dise un mot, tout de même, Elisabeth Guigou, sur cette phrase qui va rester sur Hillary Clinton. Donc Vladimir Poutine qui dit il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Je vous ai vu sursauter tout à l'heure en l'entendant. Mais nous aussi, il n'y a pas que les femmes. C'est vraiment un machiste de première. Mais je veux dire que maintenant, au point où nous en sommes, ce qu'il faut, c'est rétablir le dialogue. Et peut-être que M. Poutine acceptera de discuter avec des femmes. Et que non, on a tous intérêt. Avec des femmes commissaires européens, par exemple. Par exemple, on a tous intérêt à ce que l'Ukraine ne soit pas un espace, un territoire de confrontation durable entre la Russie et l'Union européenne. Et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à rétablir ce dialogue, mais sur des bases très fermes pour nous, c'est-à-dire le respect maintenant de la légitimité du pouvoir ukrainien. Moi, je peux me permettre de vous remercier de débattre d'une interview qui a été accordée à Europe 1 d'abord et à TF1. Non, et à TF1. Je peux pas le féliciter. Attendez, c'est un travail collectif qui a commencé avec mon ami Ramzi Kéroun, avec qui on a élargi après Arnaud Lagardère qui nous a soutenus, et puis à Denis Oliven et Fabien Amias. On a travaillé en secret, et notre patience, on a travaillé pendant 8 mois pour avoir cette interview qui peut être accordée comme ça à aucune télé, alors que tout était cherché, et que notre persévérance et notre patience ont été récompensés. Ça s'appelle un scoop. Jean-Pierre Elkabbach. Merci beaucoup Elisabeth Guigou, Thierry Mariani et Bernard Kouchner d'être venus commenter ce scoop signé Europe 1, TF1 et Jean-Pierre Elkabbach.